Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ça bouquine, le podcast qui interroge la place du livre dans la société. Au coin d'une étagère, sur une table de chevet, dans une bibliothèque ou parfois même aux toilettes, il passe inaperçu mais envahit la plupart des foyers. Oui, vous l'avez deviné, je parle du livre. Cet objet n'est pas seulement culturel, il est aussi commercial. Le livre se trouve au cœur d'un marché foisonnant qui implique des démarches particulières pour le rendre visible. Dans ce deuxième chapitre, nous allons donc nous intéresser à la promotion du livre, à sa circulation et à sa transmission. Pour en apprendre davantage sur ces pratiques, nous sommes allés à la rencontre de professionnels du livre et de lecteurs. Un libraire, c'est un passeur. Serge Van Stock, libraire. C'est un partageur, c'est pas un très joli mot, mais moi je pense que si on fait ce métier et puis quand on le fait bien, c'est surtout cette dimension-là qui est intéressante. C'est intéressant encore une fois, quand on exerce ce métier-là, puis je pense que c'est notre valeur ajoutée, c'est ça. Enfin, notre valeur ajoutée pour la personne qui est en face de nous, le lecteur, l'acheteur de livres, qui va rentrer dans la librairie. Le rôle du libraire, c'est ça, c'est de mettre en face d'un lecteur des propositions, si possible, des propositions qui vont intéresser le lecteur et qui vont permettre au lecteur, première chose, de trouver ce qu'il cherche, que ce soit dans le domaine de la fiction, de l'essai, du documentaire, du livre enfant, etc. Mais aussi de faire en sorte que le lecteur trouve ce qu'il ne cherche pas, mais qui va l'intéresser. Et c'est ça la valeur ajoutée. C'est que si notre rôle c'était juste demain c'est l'événement éditorial, il y a le nouveau Houellebecq qui sort, mais si notre rôle c'était juste de vendre les Houellebecq, bon, ça c'est du business, il n'y a pas besoin d'être libraire, si, pour gérer son stock, pour savoir combien il en faut, où le mettre en scène dans la librairie, ceci, cela, ok. Ce qui est intéressant, c'est sur le Houellebecq, si jamais on nous pose la question d'essayer de savoir s'il va plaire à telle ou telle personne, et éventuellement de faire découvrir à travers nos choix, donc nos choix, ce qu'on appelle la gestion de l'offre. Donc l'offre d'une librairie, c'est tout ce qu'on va mettre dans notre librairie devant vos yeux et sous vos mains, donc sur nos tables, etc. Et à travers notre offre, déclencher des envies, déclencher des découvertes. Voilà. En bibliothèque, les moyens mis en place pour promouvoir les livres sont nombreux et variés. Il y a plein de façons, c'est en écrivant des chroniques qui sont publiées, c'est en les mettant sur les pans inclinés des étagères dans les rayonnages. Olivier Aventin, bibliothécaire. C'est en les mettant sur des points focus, en faisant des lectures avec Corinne pour les Voix du Havre. C'est en faisant des mini-fiches de lecture qu'on met dans des lutins pour que les gens puissent aussi trouver des idées de lecture. On peut aussi rajouter des bandeaux un peu coup de cœur avec des remarques, etc. Donc il y a tous ces moyens-là. Et puis il y a aussi en conseillant les gens. C'est-à-dire, ça nous arrive que des gens viennent demander des conseils. Ou alors c'est nous qui, quand on voit que des gens cherchent un peu, on leur demande s'ils veulent des conseils. Alors, la promotion du livre, c'est une partie qui est très délicate parce qu'en fait, elle nous demande de travailler sur plein de supports différents. Caroline Trioro, éditrice. On a aujourd'hui la promotion sur les réseaux sociaux, donc évidemment le Facebook, l'Instagram de la Marmite à mots, mais on a aussi les blogueurs qui sont très actifs, notamment en littérature jeunesse, et qui vont eux aussi faire la promotion de nos ouvrages s'ils ont un coup de cœur. Donc ça, c'est bien parce que c'est un regard qui est quand même assez objectif. C'est-à-dire que les blogueurs, ils n'ont pas d'objectif devant eux. Donc c'est vraiment s'ils ont aimé ou s'ils n'ont pas aimé. Lui, ce qu'il recherche, le blogueur, c'est le plaisir de la lecture. Donc ça, c'est aussi, je pense, très intéressant comme point de vue. On a aussi évidemment tout ce qui concerne la librairie, les bibliothèques. Donc là, moi j'ai une équipe de commerciaux qui va effectivement aller convaincre nos partenaires que l'ouvrage est indispensable, essentiel à leur librairie ou à leur bibliothèque.
Donc ça aussi, c'est important. Et là, pour le coup, c'est pour nous essentiel parce que c'est vraiment l'économie. Là, on va parler en termes de vente. On a aussi tout ce qui est promotion autour des salons. Là, c'est là où on lie les deux. C'est-à-dire qu'on a le côté vente, évidemment, puisqu'on va vendre nos livres sur les salons, mais on a aussi cette rencontre avec le public, qu'on n'a pas toujours avec les librairies, etc. Donc c'est un espace d'intimité, je dirais, les salons et les festivals. Moi, j'aime beaucoup parce que on rencontre des auteurs avec lesquels aussi on peut discuter. Et on rencontre évidemment nos lecteurs. Et alors les enfants, vous imaginez que c'est très cash, les enfants. Hein. Quand ils n'ont pas aimé, ils vous le disent aussi. Hein. Donc, mais c'est vraiment une très bonne jauge pour nous, à savoir si on est dans ce que les enfants ont envie de lire ou pas. Aujourd'hui, la promotion et le commerce des livres se font également par le biais d'Internet. Comment libraires et bouquinistes s'emparent-ils de cet outil ? Des bouquinistes qui ne vendent pas sur Internet, moi j'en connais qu'un seul en fait. Qui est pas loin d'ici, il est à Rouen en fait. Et lui il arrive à vivre sans Internet. Laurent Delacour, bouquiniste. Mais tous les autres, même les grands libraires parisiens, ils sont tous sur Internet en fait. Tous. Voilà. Et moi mon chiffre d'affaires c'est à peu près 50%. Moi je l'ai pas commencé dès le début en fait. Hein. J'arrondis toujours à 20 ans, mais j'ai ouvert à 17 ans, j'ai commencé à vendre qu'au bout d'un an en fait sur Internet. Voilà. Alors, on a un site internet depuis bien longtemps, mais dans sa forme actuelle, une dizaine d'années. En tout, ça doit faire 15 ans, et voilà. Et jusqu'à avant la crise sanitaire. Évidemment, le marché de la vente, là pour le coup, on parle de vente de livres papier sur Internet. Évidemment, c'est Amazon qui a, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est genre 75% du marché. J'exagère un peu, mais bon, ou Amazon plus Fnac.com, ça doit faire 80%. Ensuite, il y a quelques acteurs, genre Gibert, De Citre, qui ont un petit peu. Et puis, à son échelle, chaque librairie indépendante a vraiment très très peu. Ça veut dire que pour nous, ça représentait de l'ordre, avant la crise sanitaire, je crois, de 3 à 4% de notre chiffre d'affaires. Ce qui est utile, mais bon. Il ne s'agissait pas d'avoir un site internet marchand pour concurrencer Amazon, parce que la partie était perdue évidemment, mais pour proposer un service complémentaire ou supplémentaire à nos clients. C'est-à-dire que grâce à ce site, ils peuvent savoir, notamment quand la librairie est fermée, du coup 24 heures sur 24, quel livre on a en stock, et s'ils souhaitent le commander, à ce moment-là, ils le commandent, et soit ils se le font livrer, soit ils viennent le chercher à la librairie, ce qu'on préfère, pour tout un tas de raisons évidemment. Mais bon, voilà. Et donc, malgré plein d'opérations de communication autour de notre site, on n'a jamais réussi à... Enfin, ça a augmenté un peu chaque année, mais en restant aux chiffres que je vous ai donnés. La crise sanitaire a beaucoup changé la donne parce que nos sites internet, d'une part, évidemment, ont permis de continuer notre activité pendant le deuxième confinement de novembre 2020. Et puis, a permis aussi, au-delà des confinements, de faire en sorte d'être toujours une porte ouverte de la librairie pour des gens soit touchés par la maladie, soit qui voulaient plus aller dans les magasins, etc., etc. Et ça a donné une sorte de... Et ça c'est vrai pour toutes les librairies indépendantes en France. En fait, plein de gens se sont rendus compte que leurs libraires, qu'ils aiment bien, chez qui ils vont régulièrement, ils ont aussi un site internet. Et donc, ça nous a permis... Alors évidemment, Amazon se porte toujours très bien, hein, mais nous, nos sites, au-delà des périodes de confinement, fonctionnent beaucoup mieux aujourd'hui. Par exemple, si je prends... on va prendre un mois neutre, septembre 2021, par rapport à septembre 2019, parce qu'on saute la crise, on devait être entre 3 et 4 fois le chiffre d'affaires. Alors c'est pas vrai tous les mois, etc. Mais voilà, donc ça veut dire que au-delà des périodes de confinement, on vend tous plus sur Internet. Alors que notre activité se porte correctement dans les librairies. Donc c'est pas venu ça nous a pas enlevé de l'activité dans nos magasins. C'est vraiment du plus. Les sites internet ne sont pas le seul tremplin pour les professionnels. Les réseaux sociaux permettent également une nouvelle façon de promouvoir le livre et la lecture. Partager sur le livre, moi je trouve ça important. Catherine Emery-Bernet, éditrice. La dernière fois, là, décembre, Nsenga, qui donc tient le Chat Bleu, m'avait mis un mot en me disant tu vas avoir une petite jeune qui va venir.
Et parce qu'effectivement, les gens qui viennent à ces réunions sont plutôt des gens de 40, 50, 60. Hein. Et donc, cette jeune est venue, et c'était très drôle. Elle a fait un BTS tourisme, et s'est retrouvée avec le Covid à ne plus pouvoir travailler dans une agence de tourisme parce qu'il n'y avait plus de voyage. Elle a pensé qu'elle ne pouvait pas ne rien faire. Elle aimait lire, et elle s'est mise à lire et à poster des choses sur Instagram. Elle a 7000 personnes qui la suivent. C'est énorme, pour moi c'est énorme. Et donc elle est venue avec nous la fois dernière, et c'était très sympa. Et donc elle a parlé de bouquins qu'elle a proposés, et nous on a parlé d'autres bouquins. Et c'était donc, c'est amusant de voir qu'il y a 7000 personnes qui suivent quelqu'un qui parle de bouquins. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore une possibilité. Bookstagram, c'est Instagram pour les livres. C'est la communauté du livre représentée par toutes les personnes qui postent sur Instagram à propos de ce sujet. Sacha Lejeune, bookstagrammeuse. Et du coup, j'en fais partie. Et je me suis construit une communauté assez grande en presque 4 ans. Ça va faire 4 ans en janvier. Et j'échange tous les jours avec plein de passionnés de lecture. Je fais des stories et des posts concernant les livres. Donc dès que je lis un livre, je peux dire mes impressions sur le moment. Ou alors, quand je l'ai terminé, je parle de mon avis global, je lui donne une note. Et quand je fais un post, je représente tout ça de manière synthétique. J'ai la caméra, je prends une photo par exemple de mon livre que je viens de finir de lire et je vais écrire un petit texte. Je mets dans ma story et là en fait ça apparaît, t'as carrément une petite case pour faire défiler les stories de tout le monde que tu suis. Et quand tu cliques dessus, tu peux voir la story et ça dure pendant 24 heures. Et après, il n'y a plus. Déjà, pour moi, une chronique, c'est le fait de donner son avis sur un livre, tout simplement, mais en détaillant plein de points importants. Donc moi, je suis toujours le même plan depuis 2012, vu que j'ai commencé à ce moment-là. Pour moi, c'est petite introduction où tu dis ton avis global. Ensuite, tu racontes l'histoire en quelques mots, en quelques lignes. Ensuite, on parle de l'écriture et de la plume de l'auteur. Ensuite, on évoque les personnages et ce qu'ils nous ont fait ressentir. Ensuite, je parle de la fin, les émotions qu'elle a procurées. Et enfin, je fais une conclusion et soit je dis aux gens qu'ils doivent absolument se procurer le livre pour avoir la même expérience, soit j'essaie de nuancer un petit peu et de dire aux gens de se faire leur propre avis. À côté de ces nouvelles formes de promotion, les pratiques plus traditionnelles de diffusion continuent d'exister et d'être utilisées pour découvrir et choisir des livres. Les derniers bouquins que j'ai, c'est soit des livres que je trouve, dont on me parle par exemple, ou que j'emprunte à Acté, ou que je trouve dans la boîte du voisin là, qui a construit sa boîte à livres. Donc j'ai la vie d'Edith Piaf là, qui m'attend, il y a des trucs un peu extraordinaires. Ou sinon, quand j'écoute la radio dans ma voiture et que j'entends un auteur en parler. Celui-là, par exemple, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai entendu sur France Inter et ça m'a vraiment donné envie. Une vie bouleversée, c'est un journal, le journal d'une femme entre 41 et 43. C'est souvent les émissions de France Inter qui me donnent envie. Ou alors, c'est parce qu'on parle entre copains d'un bouquin ou d'un chose comme... Enfin, bon, voilà. Au bout d'un moment, on connaît des auteurs, on connaît des maisons d'édition. C'est vrai qu'il y a des maisons que moi, je préfère à d'autres. Et donc, je vais voir un peu ce qu'ils font. Et c'est plutôt ça qui m'attire. Des gens dont j'aime le travail et je cherche à savoir ce qu'ils ont écrit la dernière fois. Ça, c'est des trucs comme ça. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, on se fait une idée. Après, il y a aussi toutes les fois où vous entendez parler du bouquin. Alors moi, je lis Le Matricule des Anges, je lis Le Monde des Livres. C'est vrai que ça donne aussi une idée de ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça me correspond ? Est-ce que c'est ce que j'attends ? J'ai une idée avant. Alors, puis sinon, aller en librairie et regarder la 4e de couve, trouver qu'il est beau ou pas beau, ça joue tout ça. Généralement, j'y vais avec une intention d'acheter un ou deux livres en particulier parce que j'ai écouté des émissions qui m'ont fait penser à tel auteur ou qui ont parlé de tel auteur, telle autrice, et du coup, il me faut ce livre-là. Chane Haddad, autrice. Donc soit je les commande en avance auprès des libraires, soit je vais en librairie, je tente ma chance s'ils l'ont en fond ou pas, et s'ils l'ont pas en fond, bah tant pis, j'en achète d'autres. Parce que en fait, un auteur mène vers un autre auteur ou autrice, généralement. Donc, c'est rare que je fasse chou blanc dans une librairie quand même.
Mais j'adore me laisser porter. Mais tout dépend de la librairie. Parce que toutes les librairies sont pas bonnes. Hein. Enfin, vraiment, il y a des fonds qui sont tellement générales, tellement... Oui, qui tapent vers des livres qui sont évidents, même scolaires. Voilà, j'aime bien les librairies qui ont une âme, des revendications, des avis, même si on n'est pas d'accord. Ça me permet de voir pourquoi, comment. Voilà. Pour les professionnels du livre, le choix des ouvrages est une toute autre affaire. Les coups de cœur et le goût du lecteur comptent. L'éditrice Caroline Trioro évoque les critères sur lesquels elle appuie ses sélections. Donc la ligne éditoriale, c'est l'identité de ma maison d'édition, c'est ce que je cherche à transmettre et c'est ce qui va permettre aussi aux libraires de se dire « Ah bah tiens, ça, si vous cherchez ce genre d'ouvrage, c'est la marmite à mots ». Donc c'est extrêmement important dans le métier d'éditeur de bien définir cette ligne éditoriale. Donc la première chose que je regarde quand je reçois un manuscrit, c'est de vérifier qu'effectivement ça correspond à ce que je recherche. Et malheureusement, je vous dirais que 90% des manuscrits que je reçois ne correspondent pas du tout, en fait, à ma ligne éditoriale. Il y a vraiment des erreurs d'aiguillage sur les lignes éditoriales. Donc il faut aller voir les sites, il faut pourquoi pas aller en bibliothèque et feuilleter quelques ouvrages de la marmite à mots pour s'en imprégner. Donc ça, c'est mon premier barrage. Est-ce que moi, ça correspond à ce que je veux défendre et est-ce qu'effectivement, du coup, je peux le défendre? Parce que ça sert à rien de publier des ouvrages si c'est pour les laisser tomber derrière, parce que finalement, vous voyez que c'est pas véritablement ce que vous recherchiez. La deuxième chose, c'est de savoir si ça n'a pas déjà été fait. Donc je dis toujours que l'âne trop qui va à l'école, Choupi qui va au pot pour la première fois, c'est effectivement intéressant parce que c'est des thématiques qui intéressent les petits lecteurs, mais c'est déjà fait par des grosses maisons d'édition et c'est super bien fait. Donc la marmite à mots, elle a pas de place sur ces terrains-là. Donc moi, ce que je recherche aussi, c'est l'originalité du point de vue. C'est-à-dire qu'on peut traiter des thèmes qui sont communs, mais ce qui m'intéresse, c'est de trouver une entrée que les autres maisons d'édition n'ont pas encore. Donc c'est un vrai travail, même pour les auteurs et les illustrateurs, de trouver un décalage sur une thématique qui est déjà souvent beaucoup traitée. Donc ça, c'est le deuxième point auquel je fais attention. C'est-à-dire, une fois que je sais que ça correspond à la ligne éditoriale, est-ce que je vais pouvoir me démarquer des choses qui sont déjà faites? Sinon, c'est pas la peine, je n'aurai pas de place. Le troisième point, c'est finalement aussi le plus compliqué parce que c'est le plus abstrait pour les auteurs et les illustrateurs. Ce sont mes goûts personnels. Donc là, j'avoue, c'est aussi le coup de cœur. C'est aussi le coup de cœur. Des fois, en 3 lignes, je sais que ce texte-là, il est pour moi. Et j'ai parfois des ouvrages qui sont bien écrits, qui sont chouettes, qui correspondent à ma ligne éditoriale, etc. Mais il n'y a pas le petit plus. Il n'y a pas le petit plus. Et ça, c'est vraiment ce qui va l'emporter au final. Parfois, j'hésite entre plusieurs projets. Et c'est vraiment mon coup de cœur perso parce que je sais que je vais mettre toute mon énergie à le défendre. Et pour moi, c'est aussi respecter l'auteur et l'illustrateur, leur travail, leur création, que de dire si je vous prends, c'est vraiment parce que avec vous, je veux faire un bout de route. C'est pas juste de dire je publie votre ouvrage, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, et puis on s'arrête là. Donc il y a vraiment le coup de cœur perso. Serge Van Stock nous explique comment sont choisis les livres présents dans sa librairie. Alors ça, c'est un métier. Alors il se trouve que chez nous, ce métier est exercé de manière centralisée, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'en occupe, au moins quand il s'agit de la nouveauté. Le mécanisme d'achat du livre en librairie, c'est soit de la nouveauté, soit ce qu'on appelle du réassort, donc c'est des livres qu'on a déjà eu, qu'on a vendus et qu'on recommande. L'offre dans une librairie, on peut dire que c'est le résultat d'essentiellement 2 choses.
ce que l'on sait que nos clients attendent. C'est les best-sellers, c'est l'expérience et l'informatique aussi qui nous le disent, c'est-à-dire que, je ne sais pas quel exemple je vais vous donner, demain soir, notre premier invité de l'année, c'est Sorge Chalandon, qui a écrit déjà une dizaine de romans. On sait, et tous les libraires savent, en regardant ce qui s'est passé lors des précédents romans, quelle est à peu près l'attente de leur lectorat, dans leur librairie, dans leur ville, sur le nouveau livre de Sorge Chalandon quand il sort. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire. Et donc il y a une première partie, c'est ça. Et par exemple, là, cette semaine, c'est la rentrée littéraire de janvier, dont les médias nous parlent abondamment, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Il y a plus de 500 romans qui sortent, donc dans plus de 500 romans, même dans une grosse librairie comme la nôtre, tous les 500 ne rentrent pas dans la librairie. Et puis il y en a certains qui vont rentrer en un exemplaire, qui vont aller dans les rayons, et puis un certain nombre vont arriver sur nos tables et nos présentoirs. Et donc lesquels vont arriver sur nos présentoirs et nos tables, c'est des auteurs connus dont on sait ce qui s'est passé avant. Alors c'est soit des best-sellers, soit pas des best-sellers, mais qui ont quand même un lectorat et qui peuvent avoir potentiellement 3-4 acheteurs à la librairie, et ça justifie évidemment qu'on les ait éventuellement même en pile sur nos tables. Tout ça complété par justement nos choix dont je parlais tout à l'heure. Et ce raisonnement-là, donc la combinaison de ce que l'on pense que nos clients attendent et ce qu'on a envie de leur proposer, cette combinaison-là fait notre offre. Et dans chacun des rayons, c'est vrai. Il y a à peu près entre 500 et 600 000 livres disponibles en France aujourd'hui, et qu'une grosse librairie comme la nôtre, elle peut accueillir, en moyenne, elle accueille au cours de l'année 75 000 références. C'est déjà une des plus grosses librairies indépendantes de France. Il y a 75 000 références dedans, et à côté, il y a plus de 500 000 livres disponibles. Donc vous voyez que déjà, nous, on n'a pas grand-chose, c'est pas mal, mais on n'a même pas 1/5 de ce qui est disponible aujourd'hui. Au moment de choisir un livre, un élément revient souvent, la couverture. Esthétique, sobre ou flamboyante, c'est elle qui attire le lecteur. J'ai 3 bouquins là qui sont beaux à regarder, qui sont beaux à toucher, qui sont doux, donc peut-être la couverture m'attire, peut-être ensuite c'est le thème qui m'attire, peut-être après c'est la 4e de couverture qui me donne envie. Je pense que la couverture est quand même super importante, c'est-à-dire j'ai beaucoup de mal à me lancer dans un livre quand je déteste la couverture, par exemple. Alors si c'est très neutre, ça ne me gêne pas, mais vraiment si la couverture me rebute, je me dis non, ça c'est pas pour moi. Au-delà de la couverture, je pense que c'est l'objet en tant que tel. Donc il y a plusieurs couches. Il y a effectivement la couverture, qui est le premier regard qu'on pose sur un livre, enfin qui représente le premier regard. Il y a la 4e, qui est super importante. Et puis il y a toute la maquette intérieure, les marges, la typo, la police. Et ce que représente la couverture, en fait, moi, ce que j'ai découvert à l'école d'art du Havre, c'est que j'ai découvert la notion de graphisme dans un livre, qui peut être complètement poussé à l'extrême et rendre un livre complètement illisible. Donc ça, c'est une chose, mais très, très beau visuellement, mais illisible. Ou ultra lisible, et avec une certaine élégance, mais pas non plus une approche graphique immense. Enfin, voilà, il y a tellement de niveaux, en fait, dans l'objet, en tant que tel. Moi, de manière générale, j'aime bien la sobriété, parce que la sobriété permet de ne pas empiéter sur l'imaginaire du lecteur. Parce que, par exemple, les couvertures des livres, généralement, qui sont adaptés de livres américains, avec des filles et des grandes robes, vous voyez le style, une grande chevelure blonde ou très brune, soit un peu ambiance sorcière, soit ambiance princesse, enfin... je parle vraiment, c'est très spécifique, les descriptions que je suis en train de faire. C'est des... en fait, moi, ça engage mon chemin de lecture. Ça a décidé à ma place l'image que je voulais me faire du personnage principal ou du monde de manière générale, tout ça. Donc, moi, ça, c'est des choses... ça me plaît pas trop parce que ça veut dire qu'on pose sur moi, enfin, moi en tant que lectrice,
un avis commercial. Voilà. Après, je pense que j'hérite sincèrement de toute l'édition française qui cherche sobriété et élégance, mais qui est aussi du coup très intimidante. Donc effectivement, là tout d'un coup, on se pose la question de l'élitisme. Donc comment trouver le juste milieu entre à la fois une certaine accessibilité tout en ne tirant pas les gens vers le bas. Comment allier accessibilité et exigence ? Je ne sais pas. Alors comment pense-t-on la couverture quand il s'agit de son propre ouvrage ? Si, l'objet livre, je l'avais moins en tête parce qu'il fallait le rendre imprimé, ce texte-là, en objet livre. Donc du coup, j'avais proposé à un ami qui dessine, dont j'adore les dessins, qui me fasse des illustrations sur mon texte. Et je voulais que ces illustrations soient sur du papier calque, et du coup que ça paraisse sur le texte. Et c'était des illustrations faites au crayon noir, très très épais. C'était toujours des zooms, des détails. Donc à un moment, mon ami donc Antoine Meyer, il avait dessiné un verre de vin et il était en énorme sur le calque, et je voulais que ça apparaisse sur le calque. Et je voulais que la couverture soit, enfin toute la couverture du texte soit noire. Parce que voilà, j'aime bien le noir. Et au-delà que j'aime bien le noir, c'est que non, c'est pas que j'aime bien le noir, c'est que ça correspond à tout mon monde artistique de manière générale et intime, plutôt mon monde intime. Et voilà, je voulais que ça soit comme ça. Mais j'avais pas du tout pensé à une publication derrière. Mais évidemment, je fantasmais un jour d'être publiée, mais au même titre qu'à 16 ans, je rêvais d'être Rimbaud, quoi. Donc je réfléchissais pas à l'objet livre dans une librairie. Et puis ensuite, quand j'ai été contactée par les 2-3 maisons d'édition, bah oui, bien sûr, dans quelle maison d'édition allait se poser mon livre. Donc là, la question de l'objet est venue. Et est-ce que, évidemment, ça a pesé dans le choix de la maison d'édition. Après le texte, l'auteur et la couverture, c'est l'économie qui entre en jeu. Il s'agit maintenant de mettre en balance le budget d'une maison d'édition et celui d'un lecteur. Alors le prix, il n'est pas choisi au hasard. On va être soumis déjà à l'économie du livre. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur le prix du livre, on a les frais d'impression, on a les droits d'auteur, on a aussi tout ce qui fait partie du circuit de diffusion et de distribution, puisque la Marmite à mots est diffusée nationalement. Donc j'ai une équipe de commerciaux aussi, voilà, qui vont rencontrer les libraires. Donc évidemment, ce sont des frais, ce sont des charges. Donc en fait, dans le prix du livre, quand on le définit, on a une partie, et c'est la très grosse partie, qui sont les charges. On a aussi ce qu'on appelle, nous, le prix psychologique. C'est-à-dire qu'en fonction du format, en fonction du nombre de pages, en fonction du lecteur auquel on s'adresse, il y a, on va dire, une fourchette de prix que le client est prêt à débourser. Alors moi, j'ai été très surprise parce que j'ai appris qu'il ne faut pas faire des prix trop bas parce que les gens ont l'impression que c'est du coup un signe de mauvaise qualité. Il ne faut pas faire des prix évidemment trop hauts parce que sinon les gens ne vont pas acheter le livre. Il faut vraiment trouver cette médiane qui en fait va rassurer le client quand il va acheter le livre. Et moi, c'est vrai qu'au début de la Marmite à mots, je n'avais pas forcément conscience de cet impact-là, que finalement j'appliquais en tant qu'acheteuse, mais sur lesquels en fait je m'étais jamais vraiment posé la question. Alors en France, ce qui est très bien, je me permets juste une petite aparté, c'est le prix unique du livre. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 2 ans, où que vous soyez en France, vous payez le livre le même prix. Et ça, je trouve que c'est essentiel, indispensable pour l'accès à la culture. Le prix est donc identique pour tous. Pour autant, le budget accordé au livre diffère d'une personne ou d'une situation à une autre. Moi, j'achète très peu de livres, en fait. C'est surtout des livres qu'on m'offre, et c'est de la bibliothèque, forcément. Donc, en fait... Moi, je sais pas, j'y vais par coût de 300 € à chaque fois. Mélanie Louiset, bibliothécaire. Je dirais entre 80 € par mois, peut-être. Ah oui, Mais ça dépend des années, ça dépend de ce que j'ai besoin, parce que ça dépend de ma pratique aussi à côté, enfin de mes loisirs.
Mais j'achète beaucoup. Depuis que j'ai un job étudiant, depuis novembre de l'année dernière, forcément je peux me faire plaisir, pas comme avant. Avant, j'avais surtout tous mes livres aux anniversaires et à Noël. Sinon, j'avais pas de budget pour en acheter. Et maintenant, je vais faire un tour dès que j'ai vu un livre qui me tente sur les réseaux sociaux. Donc je vais dans ma librairie, je flâne un peu, je regarde de tout. Et surtout, j'attrape le livre que je voulais. Je réfléchis plus au budget culture, c'est-à-dire aller voir des spectacles. Combien il me reste, combien je peux voir de spectacles, ou, tu vois, ou combien je peux me faire, est-ce que je peux me faire un resto ou pas. Mais les livres, non, c'est un coup de cœur, les livres. Au vu des questions budgétaires, certains lecteurs favorisent les achats d'occasion. Ce secteur, particulièrement développé dans le monde du livre, se distingue du circuit du neuf. Je les achète essentiellement en seconde main sur Vinted. Laura Jacquet, lectrice. Après, j'ai la chance, là où j'habite, d'avoir une boutique qui, en théorie, est censée être éphémère, mais qui est éphémère depuis 7 ans. Où, du coup, c'est des surplus de maisons d'édition. Donc, les livres sont vendus entre 2 à 5 euros pour des livres neufs. Donc, c'est tout bénef quand on sait le prix que ça coûte. Donc, du coup, ce sera soit ces livres-là à moindre coût, ou alors c'est que de la seconde main, parce que, j'aime bien les livres en bon état, mais j'essaie quand même d'avoir un impact écologique et d'essayer de limiter au mieux de ce côté-là. Quand on achète des livres, moi, les livres que je vends, ce sont des livres que j'ai achetés à des particuliers. Donc, je les choisis. Donc, je les choisis en fonction, évidemment, de ma clientèle, parce que je sais à peu près ce qui se vend. Mais malgré soi, on achète forcément les livres qui nous plaisent. Donc, forcément, mon stock, il me ressemble. Voilà, il ressemble à ma clientèle, mais il me ressemble aussi à moi. Un libraire en neuf, c'est pas qu'il est à la merci des éditeurs, mais il vend les livres que les éditeurs lui envoient. Donc je suis pas convaincu que tous les libraires en neuf adorent tous les livres qu'ils vendent, quoi. Alors que nous, bouquinistes, et moi c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là, c'est parce qu'on est beaucoup plus libre en fait. On vend ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut, donc on vend ce qu'on veut. Voilà. Moi je suis pas à la merci de l'actualité littéraire ou historique, moi je fais ce que je veux en fait, quoi. C'est ça le vrai bonheur dans ce métier-là, quoi. Ça rejoint le fait de travailler tout seul et le fait de vendre ce qu'on a envie de vendre. Mais le réseau, on achète forcément des choses qui vous ressemblent en fait, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est compliqué dans le métier, c'est parce que quand on achète des livres qu'on aime, on n'a pas vraiment envie de les revendre en fait. Ah ouais, moi ça me dérange pas du tout d'acheter seconde main, au contraire. Après, les livres qui sortent aux rentrées littéraires, tu peux pas les acheter seconde main, pas encore. Mais oui, aucun problème. Enfin, j'adore aller chez les bouquinistes parce que, en fait, ce qui est génial avec les bouquinistes, c'est qu'il n'y a pas de volonté commerciale. Ils peuvent pas, de toute façon, ils peuvent pas prétendre aux volontés commerciales. Donc, du coup, ils ont des sélections incroyables, ultra personnelles. Et je suis allée chez des bouquinistes, voilà, toute leur sélection de livres m'intéressait, quoi. Et c'est avec eux qu'on découvre des livres, qu'on découvre des références et tout ça. Et c'est de la seconde main. Et des superbes secondes mains. Donc, beaucoup moins cher. Mais la rentrée littéraire, c'est aussi mon travail de les lire, les nouveautés. Bon, ça, c'est et du grand format, et du papier pas recyclé, et cher. Mais pour un auteur, voilà, il y a des concessions de temps en temps qu'il faut faire pour les autres. L'acquisition de livres, neufs ou d'occasion, est un moyen de dénicher ses lectures. Le livre est un objet d'échange et se partage aussi en dehors des pratiques mercantiles. Oui, moi je prête beaucoup mes livres. Alors après, le problème, c'est que je ne sais plus à qui je les ai prêtés et eux ne se souviennent plus que je leur ai prêté. Mais je prête beaucoup mes livres. Ça fait partie des échanges, du partage, de dire tiens, j'ai aimé ça, faut absolument que tu le lises parce qu'il est top. Et j'en emprunte aussi chez les copines, chez mes parents. Alors la bibliothèque un petit peu moins parce que comme il y a des délais très courts et que parfois je ne suis pas sûre de tenir les délais, voilà, c'est juste que je veux pas pénaliser tout le temps les gens qui sont derrière. Mais ça m'arrive quand même aussi d'aller en bibliothèque et d'emprunter des livres. Ça, je ne lis pas que des nouveautés. Donc ça ne me pose absolument pas que ce soit un livre, voilà, on va dire de deuxième main, qui a déjà été lu. J'ai aucun a priori là-dessus. Au contraire, je trouve ça chouette que le livre aille comme ça de main en main. Donc je prête et j'emprunte. Je l'ai fait. Je le fais plus. Parce que... Alors c'est bizarre, parce que je ne les relis pas. Mais c'est trop important. Alors maintenant, c'est
ou je les donne en loterie, ou je les donne à des amis, ou je pense que celui-là, moi je l'ai lu. De toute façon, je prends plein de notes, je garde plein de traces. Enfin, c'est aussi une autre folie, ça. Mais je ne... Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, maintenant, je ne le prête plus. Non. Parce que déjà, en fait, c'est même pas sûr qu'on le retrouve si on en a envie, si on ne vous le rend pas. Parce que y a des choses qui disparaissent, réellement. Et puis bon, voilà. Enfin, non, les livres que j'aime vraiment beaucoup, je ne les prête pas. On m'en passe. Et ça, c'est gênant parce que quand on m'en passe, c'est pas forcément au moment où j'ai envie de ce livre-là. Et du coup, je ne le rends pas vite. Et du coup, je m'en veux. mais souvent, on vous passe un bouquin et c'est pas forcément le moment où vous, c'est là que vous allez pouvoir le lire. Donc, voilà. Donc, on m'en passe, mais je n'en emprunte pas. C'est pas pareil. Mais je dis bien, hein, si vous les voulez vite, surtout, ne me les passez pas. Et que moi, un livre, c'est vraiment fait pour circuler, pour être partagé. Et tant pis si, in fine, je le récupère pas. J'ai prêté avant. Je prête plus aujourd'hui parce qu'on me les a jamais rendus ou alors pas en très bon état. Quant au fait de les vendre, oui, là récemment justement j'en ai vendu certains, mais c'est des livres que j'avais dans ma bibliothèque depuis peut-être plus de 15 ans et dont je me suis dit, bon, ça fait 15 ans que ça prend la poussière, à un moment donné, il faut faire de la place, quoi. Mais c'est vrai que je pense que comme beaucoup de choses, quand on apprécie la lecture, c'est difficile de s'en défaire. Donc voilà, c'est vraiment des livres qui datent d'il y a très longtemps, mais je pense que peut-être un jour, il y en aura certains dont je me séparerai pour faire de la place, pour en avoir d'autres, mais c'est pas quelque chose que je ferai avec cœur, quoi, ça c'est sûr. Je les donne. J'ai pu les laisser dans des lieux où je pensais que quelqu'un pouvait les prendre s'ils en avaient envie, mais je ne les revends pas. Soit ils me plaisent suffisamment, même si je ne les relis jamais, pour qu'ils soient importants, c'est comme si ça me constituait, qu'il y avait une trace de moi quelque part. Soit je pense à quelqu'un et je me dis ce livre-là c'est pour lui et je vais lui donner. Soit je le donne maintenant en loterie et là, voilà, mais non. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs, qu'est-ce qui guide le choix de vos livres ? Partagez-vous vos lectures ? Ont participé à cette émission Serge Van Stock, Olivier Aventin, Caroline Trioro, Laurent Delacour, Catherine Emery-Bernet, Sacha Lejeune, Isabelle Ferron, Chana Haddad, Mélanie Louiset, Laura Jacquet. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette émission. Nicolas Dubosc d'avoir fourni la musique pour l'habillage, Laurence Augereau, Josépha Cuvier, Guillaume Lemignot, Philippe Barbeau. Cette émission a été réalisée par Maëva Chevalier, Maëlle Latouche, Marie Lecroc, Victorine Montier et Delphine Thibon dans le cadre du DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine. Ce projet est soutenu par le Crous, l'Université du Havre, le département Infocom, le Bureau des étudiants, la Ville du Havre.